Le soleil descendait doucement derrière les collines, semblable à des oreillers dans lesquels il avait hâte de s'enfoncer. Les ombres s'allongeaient déjà sur la pelouse quand Éléanore et Théodora, débouchant de leur petit sentier, remontèrent vers la galerie sur le côté de Hill House. Par bonheur, l'obscurité croissante dissimulait le visage dément de la maison. « Il y a quelqu'un qui attend là-bas » dit Éléanore en pressant le pas. Et c'est alors qu'elle vit Luc pour la première fois. « Les voyages s'achèvent quand les amants se rencontrent » songea-t-elle. Il s'était avancé jusqu'à la balustrade et les regardait approcher dans la pénombre. Puis, après s'être incliné cérémonieusement, il écarta les bras avec grandiloquence. « Puisque tout est mort ici, alors je dois être mort moi aussi. Mesdames, si vous êtes les fantômes qui habitent cette demeure, je suis votre serviteur jusqu'à la fin des temps. » « Ils jouent les imbéciles » pensa Éléanore en le jaugeant d'un air sévère. « Désolée de ne pas avoir été là pour vous accueillir, » dit Théodora. « Nous étions partis en exploration. »« Nous avons été très bien reçus, merci, » répondit-il, par une vieille mégère au visage pâle comme du lait caillé, qui m'a joyeusement salué. Elle m'a dit qu'elle espérait me retrouver vivant à son retour, demain matin, et que mon dîner m'attendait sur la desserte. Ensuite, elle est partie dans un vieux modèle de décapotable, en compagnie de 2 individus à la mine patibulaire. « Mrs. Dudley, » dit Théodora, « et sœur Dudley du portail. Je présume que l'autre était le comte Dracula. Une charmante famille. Puisque nous en sommes à énumérer les personnages de la pièce, je me présente. Luc Sanderson. » Éléanore sentit sa langue se délier sous l'effet de la surprise. « Mais alors, vous êtes un des membres de la famille ? Celle qui appartient à Hill House. Vous n'êtes pas un invité du docteur Montaigu ? Je fais effectivement partie de la famille. Un jour, cette noble bicoque m'appartiendra. Mais en attendant, je ne suis ici que sur l'invitation du docteur Montaigu. Quant à nous, dit Théodora en riant sous cape, nous sommes Éléanore et Théodora, 2 gamines qui projetaient de pique-niquer au bord du ruisseau et qui ont été effrayées par un lapin. Personnellement, j'ai une peur mortelle des lapins, répondit Luc poliment. Pourrais-je vous accompagner ? Si je porte le panier du pique-nique, vous pourrez même apporter votre ukulélé et nous jouer une sérénade pendant que nous mangerons nos sandwichs au poulet. Vous êtes venu avec le docteur Montaigu ? Oui, il est en train de visiter sa maison hantée et il jubile. Ils se turent, pris d'une soudaine envie de se rapprocher les uns des autres. Théodora lâcha enfin d'une petite voix. Ce n'est plus aussi drôle, maintenant qu'il commence à faire sombre. Vous ne trouvez pas ? Mesdames, soyez les bienvenues. La porte s'ouvrit. Entrez, je suis le docteur Montaigu. Ils se retrouvèrent enfin tous les 4 dans la pénombre du grand vestibule. Hill House absorbait cette présence en son sein. Tout autour, les collines veillaient. Des déplacements impalpables de l'air, des bruits infimes, de légers tressaillements attendaient en chuchotant, tandis que le centre de cette conscience se tenait au milieu d'eux. 4 personnes distinctes qui échangeaient des regards confiants. « Je suis très heureux que vous soyez tous arrivés sains et saufs, et à l'heure, » dit le docteur Montaigu. « Bienvenue à Hill House. Ce serait plutôt à vous de prononcer de telles paroles, n'est-ce pas mon garçon ? Quoi qu'il en soit, bienvenue. Luc, mon garçon, savez-vous préparer un martini ?» Le docteur Montaigu leva son verre et, plein d'espoir, but une petite gorgée. « Passable » soupira-t-il. « Seulement passable, mon garçon, à notre succès malgré tout. » « Comment définiriez-vous le succès dans une entreprise comme celle-ci » demanda Luc avec curiosité. Le docteur se mit à rire. « Eh bien, j'espère que Hill House nous offrira un séjour très excitant, et qu'ensuite mes collègues tomberont à la renverse lorsqu'ils liront mon livre, dit-il. Je ne considère pas que vous soyez ici en vacances, bien que certains puissent ne pas partager cette opinion, car j'attends un travail de votre part. Pour ce faire, il faut évidemment qu'un ouvrage se présente, n'est-ce pas ? Des notes, déclara-t-il avec emphase, comme soulagé de se raccrocher enfin à une notion claire et solide au milieu de la brume. Nous prendrons des notes, ce qui ne me paraît pas relever d'une tâche insoutenable. Du moment que personne ne se lance dans de mauvais jeux de mots à propos d'esprit et de spiritueux, dit Théodora en tendant son verre pour que Luc le remplisse. D'esprit et de spiritueux ? Le docteur se tourna vers elle, les sourcils froncés.
Non, bien sûr, personne ici. Il hésita, puis conclut. Il n'est pas question d'esprit. Et il avala nerveusement 3 gorgées de son cocktail. Tout est tellement étrange, dit Eleanor. Ce matin, je me demandais à quoi ressemblerait Hill House. Et maintenant que nous sommes là, dans la maison, je n'arrive toujours pas à y croire. Ils étaient installés dans une petite salle, choisie par le docteur. C'est lui qui les avait conduits ici, après quelques hésitations, cherchant son chemin au long de plusieurs couloirs. La pièce n'avait rien de chaleureux, avec son plafond trop haut et l'étroite cheminée en carreaux de céramique qui semblait glaciale en dépit du feu aussitôt allumé par Luc. Ils avaient pris place sur des fauteuils durs et peu stables, et les abat-jours des lampes, alourdis par des franges de perles, projetaient des ombres jusque dans les coins. C'était un décor oppressant, tout de violet et de pourpre. Un tapis déroulait ses sombres arabesques. Les murs s'effaçaient sous un papier peint chargé de dorures, et un cupidon de marbre souriait béatement sur la cheminée. Il se taisait, éprouvant le poids de la maison tout autour, comme une chape de silence. Eleanor se demanda si elle était vraiment là, ou si elle ne se trouvait pas en réalité très loin, dans un lieu sûr, en train de rêver de Hill House. Pour se convaincre, elle promena lentement son regard autour de la pièce, en se répétant que toutes ces choses existaient vraiment, depuis les carreaux de la cheminée jusqu'au cupidon de marbre, et que ces gens allaient devenir ses amis. Le docteur était rond, rose et barbu. On l'imaginait plutôt installé devant un bon feu dans un agréable petit salon, avec un chat sur les genoux, et une petite femme, toute rose elle aussi, qui lui apporterait des brioches et de la confiture. Et pourtant, il était indéniablement ce docteur Montaigu qui l'avait guidé jusqu'ici, un petit homme savant et obstiné. De l'autre côté du feu, face au docteur Montaigu, il y avait Théodora. Elle s'était dirigée sans hésitation vers le fauteuil qui semblait le moins inconfortable, et s'y levait dans une position plutôt acrobatique, les jambes en travers de la coudoir, la tête appuyée contre le dossier, comme un chat, pensa Eleanor, et manifestement un chat qui attendait son dîner. Quant à Luc, il ne tenait pas en place. Il allait et venait parmi les ombres, remplissait les verres, attisait le feu, caressait le cupidon de marbre. Son visage luisait à la lueur des flammes. Il ne parlait pas, fatigué par leurs voyages respectifs, perdu dans la contemplation du feu. « Je suis la 4e personne dans cette pièce, songea Eleanor. Je suis avec eux. Je ne suis pas différente. » Puisque nous sommes tous là, déclara abruptement Luc, comme s'il poursuivait une conversation en cours. Si nous nous présentions un peu les uns aux autres. Jusqu'à présent, nous ne connaissons que nos noms. Je sais que c'est Eleanor, ici, avec un chandail rouge. Et j'en déduis que vous êtes Théodora, en jaune. Le docteur Montaigu a une barbe, interrompit Théodora. Donc, vous devez être Luc. Et vous ne pouvez être que Théodora, plaisanta Eleanor. Puisque moi, je suis Eleanor. Une Eleanor qui n'est pas différente, se dit-elle triomphalement, qui s'exprime avec aisance et qui est assise au coin du feu avec ses amis. Donc, c'est vous qui portez un chandail rouge, reprit Théodora. Puisque je n'ai pas de barbe, ajouta Luc, je ne peux pas être le docteur Montaigu. Moi, j'ai une barbe, conclut le docteur Montaigu en les regardant tour à tour avec un sourire ravi. Ma femme préfère les hommes barbus, continua-t-il. Il y a beaucoup de femmes, par ailleurs, qui trouvent les barbes disgracieuses. Mais d'après ma femme, vous m'excuserez, mon garçon, un homme glabre n'a jamais l'air tout à fait habillé. Il tendit son verre pour que Luc le resserve. Maintenant que je sais lequel de nous deux je suis, dit Luc, permettez-moi de me présenter un peu plus à fond. Dans la vie privée, nous supposerons que, ceci étant la vie publique, tout le reste du monde est par conséquent privé. Dans la vie privée, donc, je suis, voyons, boxeur. Oui, boxeur. J'aime mon amour avec un B, dit Eleanor sur une impulsion, parce qu'il est barbu. Très juste, dit Luc en la gratifiant d'un hochement de tête. Donc, je suis le docteur Montaigu. Je vis à Bangkok et mon hobby consiste à blaguer avec les femmes. Pas du tout, protesta le docteur Montaigu, amusé. J'habite à Belmont. Théodora rit
et décocha à Luc un bref regard de connivence, pareil à celui qu'elle avait lancé à Éléanore un peu plus tôt. Celle-ci, qui l'observait, songea avec un sentiment mitigé qu'il devait être parfois oppressant de côtoyer longtemps une personne aussi perspicace, aussi intuitive que Théodora. « Moi, mon métier est de servir de modèle aux artistes peintres, » dit-elle très vite, pour faire taire ses propres réflexions. « Je vis une vie folle et solitaire, en passant de mansarde en mansarde, éternellement drapée dans un châle. »« Êtes-vous libertine et dévergondée ?» demanda Luc. « Ou bien êtes-vous de ces frêles créatures qui tombent amoureuses de fils de lord et meurent de langueur, en toussant affreusement pendant que votre beauté s'étiole ?» ajouta Théodora. « Je crois que j'ai plutôt un cœur d'or, » répondit Éléanore, les yeux dans le vague. « En tout cas, on ne parle que de mes amours dans les cafés. »« Mon Dieu, » pensa-t-elle, « mon Dieu. »« Hélas, » dit Théodora, « moi je suis la fille d'un lord. Je suis d'ordinaire vêtue de soie, de dentelle et de brocart, mais pour me présenter parmi vous, j'ai emprunté les atours de ma femme de chambre. Bien sûr, il est possible que je tombe amoureuse de la vie que mène le commun des mortels, et que je ne veuille plus repartir, auquel cas, la pauvre fille devra s'acheter de nouveaux vêtements. Et vous, docteur Montaigu ? » Il sourit à la lueur du feu. « Un pèlerin, un errant. Nous sommes tous faits pour nous entendre, » conclut Luc, « condamnés à devenir des amis inséparables. Une courtisane, un pèlerin, une princesse et un boxeur. Je suis sûr que Hill House n'a jamais rien vu de semblable. »« À tout seigneur, tout honneur, » s'écria Théodora. « Je n'ai jamais rien vu non plus qui ressemble à Hill House. » Elle se leva, son verre à la main, et alla examiner un vase garni de fleurs de verre. « À votre avis, comment appelait-on cette pièce ? » ?»« Un petit salon, sans doute, » répondit le docteur Montaigu. « Un boudoir, peut-être. J'ai pensé que nous serions mieux ici. D'ailleurs, je pense que nous ferions bien de le considérer comme notre centre d'opération, une sorte de salle commune. Il n'est peut-être pas très gai. »« Il est extrêmement gai, au contraire, » s'écria Théodora avec conviction. « Il n'y a rien de plus réjouissant que des lambris de chêne et des fauteuils tendus de velours violet. Et qu'est-ce que je vois dans ce coin, là-bas ? Une chaise à porteur ? Demain, vous découvrirez les autres pièces, » lui dit le docteur. « Si nous décidons d'en faire notre salle de réunion, » déclara Luc, « je suggère qu'on y apporte de quoi s'asseoir décemment. Je ne pourrai pas rester perché très longtemps, comme je le suis en ce moment. Je glisse, » ajouta-t-il plus bas, à l'intention d'Éléanore. « Demain, » promit le docteur, « demain nous explorerons toute la maison, et nous l'arrangerons à notre convenance. À présent, si vous avez terminé votre verre, je vous propose d'aller voir ce que Mrs. Dudley a prévu pour le dîner. » Théodora se figea brusquement. « Quelqu'un va devoir me ramener, » dit-elle. « Je ne sais absolument pas de quel côté se trouve la salle à manger. » Elle pointa du doigt. « Cette porte-là donne dans le long couloir qui rejoint le vestibule. » Le docteur pouffa. « Pas du tout, ma chère. Elle mène au jardin d'hiver. » Il se leva pour montrer le chemin. « J'ai étudié le plan de la maison, » dit-il avec suffisance. « Et je pense qu'il nous suffira de sortir par cette porte-ci, de tourner dans le couloir, de traverser le vestibule et la salle de billard pour trouver la salle à manger. C'est facile, une fois qu'on a l'habitude. »« Pourquoi se compliquait-il autant la vie ?» demanda Théodora. « Pourquoi y a-t-il tant de petites pièces biscornues ? Peut-être qu'ils aimaient se cacher les uns des autres, » dit Luc. « Je ne comprends pas qu'ils aient voulu vivre dans un endroit si sombre, » reprit Théodora. Elle emboîta le pas au docteur Montaigu, à côté d'Éléanore. Luc fermait la marche, s'attardant à inspecter le tiroir d'une table étroite, s'étonnant à haute voix du lambrequin qui ornait une tête de Cupidon, ou des flots de rubans qui couronnaient les lambris du vestibule. « Certaines pièces sont entièrement dépourvues de fenêtres, » dit le docteur Montaigu, qui guidait la procession, sans la moindre ouverture sur l'extérieur. Mais il faut dire que cela n'a rien de très surprenant dans une demeure de cette époque. N'oubliez pas que les fenêtres, quand il y en avait, étaient toujours masquées par de lourdes tentures et des draperies, à l'intérieur, et par des bosquets dehors. Ah ! Il ouvrit la porte du couloir, et ils débouchèrent dans le vestibule. À présent, il se trouvait devant une grande porte à double battant, flanquée de 2 portes plus petites, dont il choisit la plus proche.
Il est vrai que la maison comporte un certain nombre de bizarreries, poursuivit-il en ouvrant la porte. De l'autre côté, tout était plongé dans l'obscurité. « Luc, venez donc tenir cette porte, pour que je me repère. » Prudemment, il s'avança dans le noir et ouvrit une autre porte. Ils entrèrent alors à sa suite dans ce qui leur apparut comme la pièce la plus agréable de toutes. D'autant plus agréable qu'il y avait de la lumière et un repas offert à la vue, dégageant une odeur alléchante. « Je suis fier de moi, » dit le docteur en se frottant les mains d'un air heureux. « Je vous ai fait traverser sans encombre les terres inexplorées de Hill House, et je vous ai mené jusqu'à la civilisation. »« Nous devrions laisser toutes les portes ouvertes, » dit Théodora en regardant nerveusement par-dessus son épaule. « J'ai horreur de me promener comme ça dans l'obscurité. Il faudrait les caler d'une façon quelconque, » dit Éléanore. « Elles se referment d'elles-mêmes dès qu'on les lâche. »« Demain, » dit le docteur Montaigu. « Je le note, bloquer les portes. » Il se dirigea joyeusement vers la desserte sur laquelle Mrs. Dudley avait posé un petit four d'appoint et une rangée impressionnante de plats couverts. La table était mise pour 4 avec une nappe de damas, des couverts scintillants et des bougies à profusion. « On ne lésine pas ici, » dit Luc en empoignant une fourchette d'un geste qui eût confirmé les pires soupçons de sa tante. Ils ont sorti l'argenterie d'apparat. « Je crois que Mrs. Dudley est fière de la maison, » dit Éléanore. « En tout cas, elle ne nous a pas préparé qu'un simple brouet, » dit le docteur en jetant un coup d'œil dans le four. « Cette solution est excellente, à mon avis. Elle permet à Mrs. Dudley de partir bien avant la nuit, et à nous de dîner sans devoir subir sa compagnie fort peu amène. » « Après tout, » dit Luc en regardant l'assiette qu'il était en train de remplir généreusement, « j'ai peut-être été injuste envers cette bonne Mrs. Dudley. Mais pourquoi mon esprit pervers s'obstine-t-il à l'appeler la bonne Mrs. Dudley? Elle m'a dit qu'elle espérait me retrouver vivant demain matin, et que notre dîner était posé sur la desserte. Je la soupçonne maintenant d'avoir voulu me tuer avec un excès de nourriture. »« Qu'est-ce qui la retient ici ?» demanda Éléanore au docteur Montaigu. « Pourquoi reste-t-elle dans cette maison, seule avec son mari ? À ma connaissance, les Dudley se sont toujours occupés de Hill House. Les Sanderson ont tout intérêt à les garder. Mais demain... » Théodora eut un petit rire. « Mrs. Dudley est sans doute la seule authentique survivante de la famille à laquelle Hill House appartient vraiment. D'après moi, elle attend simplement que les derniers héritiers des Sanderson, en l'occurrence vous, Luc, périssent de toutes sortes de morts atroces. Alors la maison lui reviendra, ainsi que le trésor qui est enterré dans la cave. À moins que son mari et elle n'aient caché un magot dans la chambre secrète. Ou peut-être y a-t-il du pétrole sous la maison ? Il n'y a pas de chambre secrète à Hill House, décréta le docteur sur un ton qui n'admettait pas de réplique. Ce n'est évidemment pas la première fois que la chose est évoquée, et je crois pouvoir affirmer qu'il n'existe rien d'aussi romantique dans la maison. Mais demain, le pétrole, c'est démodé, dit Luc à Théodora. Pas du tout ce qu'on espère découvrir sous sa maison de nos jours. Si Mrs. Dudley doit m'assassiner de sang-froid, il faudrait au moins que ce soit pour de l'uranium. Ou bien pour le plaisir, enchaîna Théodora. Oui, dit Éléanore. Mais pourquoi sommes-nous ici? Les 3 autres la dévisagèrent un long moment. Théodora et Luc, perplexes. Le docteur avec gravité. J'allais justement poser la question, dit enfin Théodora. Pourquoi sommes-nous ici? Qu'y a-t-il d'anormal à Hill House? Que va-t-il se passer? Demain? Non, interrompit vivement Théodora. Nous sommes tous les 3 des gens intelligents, des adultes. Nous avons fait un long voyage pour venir vous retrouver à Hill House, docteur Montaigu. Éléanore veut savoir pourquoi, et moi aussi. Moi aussi, dit Luc. Pourquoi nous avez-vous conviés, docteur? Et vous-même? Que cherchez-vous ici? Comment avez-vous entendu parler de Hill House? Pourquoi cette maison a-t-elle pareille réputation? Que s'y passe-t-il réellement? Que va-t-il arriver? Troublé, le docteur fronça les sourcils. Je l'ignore. Puis, voyant la réaction agacée de Théodora, il poursuivit. Je ne sais pas grand-chose de plus que vous sur la maison. Et, bien évidemment, j'ai l'intention de tout vous raconter. Quant à ce qui va arriver, je le découvrirai en même temps que vous. Mais il sera bien temps de parler de tout cela demain matin, pendant la journée.
Moi, je préfère en parler tout de suite, coupa Théodora. Je vous assure que Hill House sera très calme cette nuit. Ces choses-là se produisent dans un certain ordre, comme si les phénomènes surnaturels obéissaient à des lois bien particulières. Je crois vraiment que nous devrions en discuter ce soir même, dit Luc. Nous n'avons pas peur, ajouta Eleanor. Le docteur soupira, puis, lentement, il répondit. Et si, après avoir entendu l'histoire de Hill House, vous décidiez de ne pas rester? Comment feriez-vous pour partir ce soir? Il les regarda tour à tour. Le portail est fermé. Hill House est réputé pour sa conception parfois un peu autoritaire de l'hospitalité. Elle semble répugner à laisser partir ses invités. Le dernier qui a cherché à quitter les lieux dans l'obscurité, cela remonte à 18 ans, je vous l'accorde, a été tué au tournant de l'allée. Son cheval s'est cabré et l'a projeté contre un arbre. Supposez que je vous parle de Hill House et que l'un d'entre vous souhaite s'en aller. Demain, au moins, nous pourrions faire en sorte qu'il regagne le village sain et sauf. Mais nous n'allons pas nous enfuir, dit Théodora. Ni moi, ni Eleanor, ni Luc. Sus au rempart, lança Luc. Vous faites un groupe d'assistants bien rebelles. Alors, après le dîner, nous nous retirerons dans notre petit boudoir pour prendre le café et boire un peu de cet excellent brandy que Luc a apporté dans sa valise. Et je vous raconterai tout ce que je sais sur Hill House. Mais d'ici là, parlons plutôt de musique, de peinture ou même de politique. Le docteur Montagu fit tourner son brandy dans son verre. Je ne savais pas comment vous préparer pour Hill House, dit-il. Je ne pouvais certainement pas détailler les faits par écrit. Et si je vous raconte tout maintenant, je crains de vous influencer avant que vous ne puissiez vous former une opinion par vous-même. Ils étaient de retour dans le petit salon, réchauffés par leur dîner et presque somnolents. Renonçant à trouver un siège confortable, Théodora s'était installée sur le tapis devant la cheminée et, les jambes croisées en tailleur, semblait sur le point de s'assoupir. Eleanor aurait aimé s'asseoir par terre à côté d'elle, mais elle n'y avait pas pensé à temps, et à présent qu'elle avait pris place dans un fauteuil, ne voulait pas attirer l'attention en revenant sur sa décision. Le bon repas de Mrs. Dudley et une heure paisible de conversation avaient dissipé tout sentiment d'irréalité ou de gêne. Ils commençaient à s'habituer les uns aux autres, à connaître leur voix et leurs manières respectives, leur visage et leur rire. Pourtant, songea Eleanor en contemplant rêveusement le feu. Elle n'était à Hill House que depuis 4 ou 5 heures. Elle sentait le mince pied de son verre entre ses doigts, le dossier du fauteuil trop droit contre son dos, et elle avait conscience de légers souffles d'air dans la pièce, que l'on ne percevait qu'à d'infimes frémissements de glands ou de perles. Les ombres se tapissaient dans les coins, et le cupidon de marbre les gratifiait de son inaltérable sourire joufflu. « Le moment est bien choisi pour raconter des histoires de fantômes, » dit Théodora. « Je vous en prie, » dit le docteur avec raideur. « Nous ne sommes pas des enfants qui cherchent à se faire peur. » Théodora lui sourit. « Excusez-moi, j'essaie seulement de m'acclimater à tout ça. Tâchons d'employer des mots très précis, » reprit le docteur. « Les idées préconçues que nous pouvons avoir sur les fantômes et les apparitions, la main désincarnée qu'on retrouve dans la soupe, » compléta Luc. « S'il vous plaît, mon garçon, je tentais justement de vous expliquer que, compte tenu de la nature scientifique et analytique de notre objectif, nos recherches ne doivent pas être affectées, voire faussées, par de vagues souvenirs d'histoires macabres que l'on échange, disons, entre scouts autour d'un feu de camp. » Satisfait, le docteur Montagu regarda autour de lui pour s'assurer qu'il avait amusé son auditoire. « Les travaux que j'ai effectués ces dernières années sur les phénomènes parapsychiques, continua-t-il, m'ont permis d'élaborer certaines théories que je vais avoir l'occasion de vérifier pour la première fois. Idéalement, bien entendu, vous ne devriez rien savoir du tout sur Hill House. Vous devriez être ignorant, et seulement réceptif. « Et prendre des notes » murmura Théodora. « Exactement, des notes. Cependant, je me rends compte qu'il sera impossible de vous priver d'informations. En premier lieu parce que vous n'êtes pas habitué à faire face à des situations auxquelles vous n'avez pas été préparé. » Il les observa avec un sourire malicieux. « Vous êtes 3 enfants gâtés et têtus.
et vous me harcèlerez jusqu'à ce que je vous raconte une histoire pour dormir. » Théodora étouffa un petit rire. Le docteur lui sourit en hochant la tête, puis se leva et alla se placer devant le feu, dans une attitude typiquement professorale. Il semblait même regretter l'absence de tableau noir, car à une ou deux reprises il se tourna à demi, la main levée, comme cherchant un morceau de craie afin d'illustrer un point de son exposé. « Commençons par l'histoire de Hill House, dit-il. « Si seulement j'avais un cahier et un stylo, songea Éléanore, pour le mettre plus à l'aise. » D'un coup d'œil à ses compagnons, elle vit qu'ils avaient pris l'air absorbé de bons élèves. « L'heure est grave, se dit-elle. Nous abordons une nouvelle étape de notre aventure. »« Vous vous souvenez, dit le docteur, des maisons lépreuses décrites dans le Lévitique, touchées par la tsarate, ou encore de l'expression utilisée par Homère pour parler du monde inférieur, Eidao Domos, la maison d'Hadès. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que l'esprit humain, depuis l'aube des temps, proclame certaines maisons impures ou interdites, voire sacrées. Il ne fait aucun doute que certains lieux s'entourent d'une atmosphère de sainteté et de bonté. De même, on peut raisonnablement affirmer que des maisons sont nées mauvaises. Quelle qu'en soit la raison, il y a plus de 20 ans qu'aucun être humain ne peut habiter Hill House. Comment était-elle auparavant? Sa personnalité a-t-elle été forgée par des gens qui y ont vécu ou par les actes qu'ils ont perpétrés? Était-elle malsaine dès le début? Voilà autant de questions dont j'ignore les réponses. Naturellement, j'espère que nous en aurons beaucoup appris sur elle quand nous partirons. On ne sait même pas pourquoi il y a des maisons que l'on dit hantées. Quel autre adjectif utiliseriez-vous pour caractériser Hill House? Demanda Luc. Eh bien, dérangée peut-être, lépreuse, malade. Tous les euphémismes courants que l'on emploie pour parler de la folie. Une maison détraquée, voilà un joli concept. Évidemment, il existe certaines théories qui rejettent la part de mystère, d'inexpliqué. On vous soutiendra que les phénomènes que j'appelle parapsychiques sont en réalité provoqués par des eaux souterraines, des courants électriques, des hallucinations dues à la pollution de l'air. La pression atmosphérique, les taches solaires, les mouvements sismiques font beaucoup d'adeptes parmi les sceptiques. Les gens, ajouta le docteur avec tristesse, sont toujours tellement désireux de nommer les choses, même avec un nom qui ne veut rien dire, du moment qu'il a une consonance scientifique. Il soupira, se détendit et leur adressa un petit sourire moqueur. Une maison hantée. Cela fait rire tout le monde. J'ai dû raconter à mes collègues de l'université que je partais en camping cet été. Moi, j'ai dit que je participais à une expérience scientifique, dit Théodora, sans préciser de quoi il s'agissait, évidemment. Vos amis ont sans doute des idées moins arrêtées que les miens, à propos de ce qui constitue une expérience scientifique. Le docteur soupira encore. En camping, à mon âge. Et pourtant, ça, ils l'ont cru. Enfin. Le docteur Montaigu se redressa et sembla chercher quelque chose à côté de lui. Peut-être sa baguette de professeur. Il y a 1 an que j'ai entendu parler de Hill House pour la première fois, reprit-il, par un ancien locataire. Il a commencé par m'expliquer qu'il avait dû quitter Hill House parce que sa famille n'aimait pas habiter aussi loin de la ville. Et finalement, il m'a confié qu'à son avis, cette maison devrait être brûlée et rasée, et son emplacement saupoudré de sel. En contactant d'autres personnes qui avaient occupé Hill House, j'ai découvert qu'aucune n'y est restée plus de quelques jours. En tout cas, jamais la durée totale de la location. Une foule de raisons ont été avancées, depuis l'humidité de la maison, ce qui, soit dit en passant, est absolument faux. Il n'y a aucune trace de moisissure nulle part. Jusqu'à la nécessité de déménager pour des motifs professionnels. En bref, tous les locataires qui ont quitté précipitamment Hill House ont tenté de fournir un prétexte rationnel pour justifier leur départ. Mais tous sont partis. J'ai bien sûr essayé d'en apprendre davantage de la bouche des anciens locataires, mais je n'ai pas pu les amener à me parler de la maison. Ils ne voulaient me donner aucun renseignement et répugnaient, au fond, à se remémorer les détails de leur séjour ici. Sur un point, cependant, ils se sont montrés unanimes. Sans aucune exception, tous ceux qui ont passé un peu de temps dans cette demeure
m'ont conseillé d'en rester aussi éloigné que possible. Pas un seul n'a été jusqu'à admettre que Hill House était hanté. Mais lorsque je suis venu à Hillsdale et que j'ai fouillé les archives des journaux... « Des journaux ?» interrompit Théodora. « Y aurait-il eu un scandale ?»« Et comment ? Un parfait scandale, avec suicide, folie et poursuite en justice. » J'ai compris alors que les gens de la région n'avaient aucun doute au sujet de la maison. Bien sûr, j'ai entendu une douzaine d'histoires différentes. Il est incroyablement difficile de réunir des faits cohérents à propos d'une maison hantée. Si vous saviez combien je me suis démené pour obtenir le peu d'informations que je détiens, vous seriez étonné. En fin de compte, je suis allé trouver Mrs. Sanderson, la tante de Luc. Elle ne m'a pas caché que Hill House n'offrait guère d'attrait. Mettre le feu à une maison n'est pas chose aisée, dit Luc. Mais elle a accepté de me la louer, à la condition qu'un membre de la famille participe à l'expérience. Ils espèrent que je vais vous dissuader de déterrer les charmants scandales du passé, déclara solennellement Luc. Voilà, vous savez à présent comment j'ai abouti ici et pourquoi Luc m'accompagne. En ce qui vous concerne, mesdames, vous êtes là parce que je vous ai écrit et que vous avez accepté mon invitation. J'espère que l'une comme l'autre, à votre façon, vous pourrez intensifier les forces qui sont à l'œuvre dans cette maison. Théodora possède un don de télépathie, et Eleanor a été intimement liée à des phénomènes de poltergeist. Moi ? Bien sûr, le docteur l'examina avec attention. Il y a de nombreuses années, lorsque vous étiez enfant, les pierres... Troublée, Eleanor secoua la tête. Sa main qui tenait le verre trembla. « C'étaient les voisins ?» dit-elle. « Ma mère a dit que les voisins avaient fait ça, parce que les gens sont jaloux. »« C'est possible, » répondit calmement le docteur en lui souriant. « L'incident est oublié depuis longtemps, évidemment. Si j'en parle, c'est uniquement parce que c'est la raison pour laquelle je vous ai demandé de venir à Hill House. Moi, quand j'étais enfant, dit paresseusement Théodora. Il y a de nombreuses années, docteur, pour reprendre votre expression si pleine de tact. J'ai été fouettée pour avoir jeté une brique dans le toit d'une serre. Je me souviens que j'y ai pensé pendant longtemps ensuite. Je me rappelais la fessée, mais je me rappelais surtout le joli fracas de la vitre brisée. Et après mûre réflexion, j'ai recommencé. Je n'en ai pas de souvenir très précis, dit Eleanor au docteur, avec hésitation. « Mais pourquoi ?» demanda Théodora. « Je comprends que Hill House passe pour être hanté, et que vous souhaitiez notre présence ici, docteur Montague, afin de vous aider à observer les différentes manifestations. En outre, je parie que vous n'aimeriez pas particulièrement vous retrouver ici tout seul. C'est une abominable vieille maison, et si je l'avais louée, j'exigerais qu'on me rembourse dès le premier coup d'œil au vestibule. Mais qu'y a-t-il ici ? Qu'est-ce qui fait tellement peur aux gens ? Je ne veux pas donner de nom à ce qui n'en a pas, dit le docteur. Je ne sais pas. On ne m'a jamais vraiment raconté ce qui s'était passé, dit Eleanor au docteur. Ma mère a accusé les voisins. Ils étaient désagréables avec nous parce qu'elle ne les fréquentait pas et... Luc l'interrompit. Il parla lentement, d'une voix mesurée. Je crois que nous demandons tous la même chose, des faits, quelque chose que nous puissions comprendre et analyser. Avant tout, dit le docteur Montague, j'aimerais vous poser à tous une question. Voulez-vous partir ? Estimez-vous que nous devrions faire nos valises immédiatement, quitter Hill House et ne plus jamais nous en soucier ? Il se tourna vers Eleanor. Elle pressa très fort ses mains l'une contre l'autre. « Je peux encore m'enfuir, pensa-t-elle. C'est ma deuxième chance. » Mais elle répondit « Non » avec un regard embarrassé vers Théodora. Elle ajouta « Je me suis comportée comme un bébé cet après-midi. Je n'aurais pas dû avoir si peur. »« La vérité, admit Théodora, c'est que nous nous sommes fait peur toutes les deux à cause d'un lapin. Les lapins sont d'abominables créatures, déclara Luc. Le docteur rit. J'imagine que nous étions tous assez nerveux cet après-midi. Il faut dire que c'est un choc de découvrir Hill House au détour de l'allée. J'ai cru que vous alliez foncer dans un arbre, dit Luc. Mais je me sens très courageuse à présent, reprit Théodora. Au chaud, devant un bon feu, et bien entourée. Je ne pense pas que nous pourrions partir maintenant. Eleanor avait parlé avant même de savoir ce qu'elle allait dire.
sans prévoir l'effet que sa déclaration produirait sur les autres. Voyant qu'il la regardait fixement, elle rit et s'empressa d'ajouter « Mrs. Dudley ne nous le pardonnerait jamais !» Croirait-il vraiment à son explication se demandait-elle. En réalité, elle pensait « Maintenant que la maison nous tient, elle ne nous lâchera peut-être pas. Versons-nous encore un peu de brandy, et je vous raconterai l'histoire de Hill House, dit le docteur. Reprenant sa position de maître d'école, il commença son récit, lentement, comme s'il s'apprêtait à évoquer une époque très ancienne, des rois morts depuis longtemps et des conflits résolus. Il veillait à ne laisser paraître aucune émotion dans sa voix. Hill House a été construite il y a environ 80 ans par un homme nommé Hugh Crane. Il souhaitait y installer sa famille et espérait voir grandir ses enfants et ses petits-enfants dans une demeure campagnarde au luxe confortable, où il finirait ses jours en paix. Hélas, le malheur tomba sur Hill House dès le début. La jeune femme de Hugh Crane mourut quelques minutes avant de découvrir son nouveau foyer. Son fiacre versa dans l'allée et elle fut amenée, inconsciente, pour reprendre le terme qu'ils employèrent, dans la maison que son mari avait bâtie pour elle. Hugh Crane resta seul avec ses 2 petites filles à élever. C'était un homme triste et amer, mais il ne quitta pas Hill House. « Des enfants ont donc grandi ici ?» demanda Éléanore, incrédule. Le docteur sourit. « Je vous le répète, la maison n'est absolument pas humide. Il n'y avait aucun marais alentour qui risquât de leur donner la fièvre. L'air de la campagne ne pouvait leur faire que du bien, et l'aménagement intérieur ne manquait pas de confort. Je ne doute pas que 2 fillettes se soient amusées ici. Un peu seules, peut-être, mais pas malheureuses. Elles allaient peut-être se tremper les pieds dans le ruisseau, dit Théodora, le regard perdu dans la contemplation des flammes. Pauvres petites, j'espère qu'on les laissait courir dans les prés et cueillir des fleurs sauvages. Leur père s'est remarié, poursuivit le docteur. 2 fois même. Il n'a pas eu beaucoup de chance avec ses épouses. La 2e Madame Crane est morte des suites d'une chute. Je n'ai pas pu en retrouver les circonstances ni les raisons exactes. En tout cas, sa mort a été aussi tragique que celle de la première femme de Crane. La 3e Madame Crane, elle, est décédée quelque part en Europe. De ce qu'on appelait à l'époque la phtisie. Il y a à la bibliothèque toute une collection de cartes postales qui ont été adressées aux 2 petites filles, restées à Hill House, pendant que leur père et leur belle-mère passaient d'une ville thermale à l'autre. Les 2 fillettes ont habité ici avec une gouvernante jusqu'à la mort de leur belle-mère. Après quoi, Hugh Crane a annoncé son intention de fermer Hill House et de demeurer à l'étranger. Ces filles ont été envoyées chez un cousin de leur mère, avec qui elles ont vécu jusqu'à l'âge adulte. J'espère que le cousin en question était plus rigolo que le vieux Hugues, dit Théodora d'un air sombre, sans cesser de fixer le feu. Quelle tristesse d'imaginer 2 enfants poussant dans le noir, comme des champignons. Elle n'était pas de cet avis, répliqua le docteur. Les 2 sœurs se sont disputées toute leur vie à propos de la maison. Après avoir tant espéré fonder une dynastie à Hill House, Hugh Crane est mort quelque part en Europe, peu de temps après sa femme, et elles ont hérité conjointement de la propriété. Elles étaient déjà très grandes. L'aînée, en tout cas, venait de faire son entrée dans le monde. Elle relevait ses cheveux, elle apprenait à boire du champagne et à manier un éventail. Hill House est resté inoccupé pendant quelques années, mais maintenu en bon état, dans l'attente d'un éventuel retour de Hugh Crane tout d'abord, puis, après sa mort, pour celle des 2 sœurs qui choisiraient d'y habiter. À peu près à cette époque, il semble que les 2 sœurs se soient entendues pour que Hill House revienne à l'aînée, la cadette s'étant mariée. « Ah ah !» fit Théodora. « C'est la cadette qui s'est mariée la première. Je parie qu'elle avait chippé le chevalier servant de sa sœur. On a raconté, en effet, que l'aînée avait eu un chagrin d'amour. Mais c'est ce que l'on dit presque toujours des femmes qui, pour une raison quelconque, préfèrent vivre seules. Quoi qu'il en soit, l'aînée des 2 sœurs s'est installée ici. Elle ressemblait étrangement à son père, paraît-il. Pendant plusieurs années, elle a presque vécu en recluse, bien qu'elle fût très connue à Hillsdale. Aussi incroyable que cela puisse vous paraître, elle aimait beaucoup Hill House,
la maison de son enfance. Finalement, elle a engagé une jeune fille du village pour lui tenir compagnie. D'après ce que je sais, les habitants de Hillsdale, à l'époque, ne nourrissaient aucune animosité particulière envers la maison. Ils étaient même plutôt contents que Miss Crane, la vieille fille, comme on l'appelait évidemment, recrute une domestique parmi eux. Miss Crane n'a jamais cessé de se quereller avec sa sœur au sujet de la maison. Celle-ci prétendait lui avoir cédé la propriété de la maison en échange d'un certain nombre de biens de famille, parmi lesquels quelques objets de grande valeur. Mais la vieille demoiselle refusait de les lui donner. Il y avait quelques bijoux, plusieurs meubles anciens et un service de porcelaine à filets dorés qui semblait irriter tout particulièrement la cadette. Mrs. Sanderson m'a permis de fouiller dans un carton contenant des papiers de famille. Et j'ai lu quelques-unes des lettres que Miss Crane recevait de sa sœur. Chacune mentionne ce fameux service, qui devait être au cœur de la dissension. Toujours est-il que la sœur aînée a fini par mourir de pneumonie ici, dans la maison, assistée seulement par sa petite compagne. On a raconté par la suite que le médecin avait été appelé trop tard, que la vieille demoiselle s'était éteinte toute seule, à l'étage, complètement négligée par la servante, occupée à flirter au jardin avec un gars du village. Mais je soupçonne quant à moi que tout cela a été inventé pour créer le scandale. En tout cas, rien n'indique qu'on y ait vraiment cru à l'époque. Ces rumeurs ont été largement entretenues par la sœur cadette, dont la rancune ne s'est jamais apaisée. « Je n'aime pas cette cadette », déclara Théodora. « D'abord elle chipe son amoureux à sa sœur, puis elle essaie de lui voler son service de porcelaine. Non, elle ne me plaît pas. Il y a une liste impressionnante de tragédies qui se rapportent à Hill House. Mais après tout, c'est le cas de la plupart des maisons anciennes. Il faut bien que les gens vivent et meurent quelque part. Et on imaginerait difficilement qu'une demeure vieille de 80 ans n'ait pas vu s'éteindre l'un de ses habitants. Après le décès de la sœur aînée, Hill House a fait l'objet d'une action en justice. La domestique de la vieille demoiselle prétendait que celle-ci lui avait légué la maison. Mais la sœur cadette et son mari ont soutenu que le bien leur revenait de plein droit, et que la jeune domestique avait extorqué à sa maîtresse la signature par laquelle elle aliénait une propriété qu'elle comptait évidemment laisser à sa sœur. Une affaire fort désagréable, comme toutes les disputes de famille. Et comme dans toutes les disputes de famille, des paroles d'une infinie méchanceté ont été échangées. La domestique a affirmé sous serment que la sœur cadette pénétrait dans la maison la nuit pour voler des objets. À mon avis, on peut voir dans cette déclaration la première allusion à la personnalité véritable de Hill House. Quand on lui a demandé d'étayer ses allégations, la domestique est devenue nerveuse, incohérente et, sommée de fournir des preuves, a raconté qu'un magnifique plat en argent avait disparu, ainsi qu'une très belle collection d'émaux et, bien sûr, le fameux service à filets dorés, lequel, quand on y pense, ne devait pas être facile à dérober. De son côté, la sœur cadette a agité la possibilité d'un meurtre et a réclamé une enquête sur la mort de Miss Crane. C'est alors qu'il a été question pour la première fois de la prétendue négligence de la domestique. Je n'ai trouvé aucun document montrant qu'on ait pris ces attaques au sérieux. Il n'existe aucun rapport écrit, autre que le constat officiel du décès de la sœur aînée. D'ailleurs, il est certain que les gens du village auraient été les premiers à s'alarmer si la mort était survenue dans des circonstances un tant soit peu étranges. Finalement, la domestique a obtenu gain de cause. À mon avis, elle aurait également pu gagner un procès en diffamation. Et la maison lui a été attribuée. Mais la sœur cadette n'a jamais renoncé. Elle s'est mise à harceler la pauvre jeune femme, à lui envoyer des lettres de menaces et à formuler partout les pires accusations à son égard, au point qu'une fois au moins, celle-ci a dû en appeler à la protection de la police, alors que son ennemi tentait de l'agresser avec un balai. Elle a ensuite plongé dans une terreur grandissante. On cambriolait sa maison pendant la nuit. Elle n'a jamais cessé de répéter qu'on entrait chez elle pour lui voler des objets. Et j'ai lu une lettre pathétique dans laquelle elle se plaignait de n'avoir plus jamais connu une nuit paisible depuis la mort de sa bienfaitrice. Chose curieuse, les villageois se sont rangés du côté de la sœur cadette, par jalousie sans doute, parce que la domestique, une fille de chez eux,
était devenue la châtelaine. Tout le monde s'accordait à penser que la cadette avait été dépouillée de son héritage par une jeune intrigante, et cette opinion perdure encore aujourd'hui. Les gens ne la croyaient pas capable de meurtre, voyez-vous, mais ils se réjouissaient de la déclarer malhonnête, étant eux-mêmes capables de malhonnêteté lorsque l'occasion se présentait. La médisance est toujours une ennemie redoutable. Quand la malheureuse jeune femme s'est tuée, « Tuée » s'écria Éléanore en se redressant, bouleversée. Elle a été poussée à se tuer? Parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen d'échapper à son bourreau, vous voulez dire. C'est ce qu'elle semblait penser, en tout cas. Les gens ont interprété son suicide comme un aveu de culpabilité. Personnellement, j'imagine que c'était une personne toute simple, qui s'est accrochée avec l'énergie du désespoir à ce à quoi elle croyait avoir droit, mais n'a pas eu la force de résister à une persécution constante et pernicieuse. Elle ne disposait d'aucune arme pour lutter contre la campagne de haine menée par la sœur cadette, d'autant que ses anciens amis du village se retournaient à présent contre elle. Une fois convaincue que ni les serrures ni les verrous ne pouvaient empêcher l'ennemi d'entrer dans sa maison pendant la nuit, elle a perdu la raison. Elle aurait dû s'en aller, dit Éléanore, abandonner la maison et s'enfuir le plus loin possible. C'est ce qu'elle a fait d'une certaine manière. En réalité, la malheureuse a succombé à la haine. Elle s'est pendue, en haut de la tour de Hill House, d'après la rumeur. Mais quand une maison possède une tour, je crois que la rumeur ne permettrait jamais qu'on se pende à un autre endroit. Après sa mort, la maison est revenue aux Sanderson, des cousins de la domestique, qui ne se sont pas laissés intimider par la sœur cadette, elle-même étant d'ailleurs devenue à moitié folle. Mrs. Sanderson m'a raconté que lorsque les parents de son mari sont arrivés pour voir la maison, elle a tout à coup surgi sur la route et les a agonies d'injures. Elle a été emmenée au commissariat de police, et en ce qui la concerne, c'est ici que s'achève l'histoire. Jusqu'à sa mort, quelques années plus tard, elle semble avoir passé son temps à ruminer ses méfaits en silence, mais loin des Sanderson. Curieusement, même au milieu de ses divagations, elle maintenait qu'elle n'était jamais entrée dans la maison pendant la nuit, ni pour voler, ni dans toute autre intention. « Est-ce que des objets ont réellement été dérobés ?» demanda Luc. Comme je vous l'ai dit, quand la domestique a été sommée de préciser ses accusations, elle a fini par déclarer qu'une ou deux choses avaient disparu, mais elle n'a rien pu affirmer. Ainsi que vous pouvez l'imaginer, cette histoire d'intrus nocturne a fortement contribué à la naissance de la réputation de Hill House. En outre, les Sanderson n'ont jamais habité la maison. Ils sont venus y passer quelques jours en annonçant au village qu'ils comptaient procéder à de menus travaux avant de s'installer. Et puis, brusquement, ils sont partis en laissant la maison dans le même état. Une affaire urgente les rappelait en ville, ont-ils expliqué. Mais les villageois n'y ont pas cru. Depuis lors, personne n'a jamais occupé la maison pendant plus de quelques jours, et elle est toujours à vendre. Voilà, c'était une longue histoire. J'ai bien besoin d'un autre brandy. Ces deux pauvres petites filles, dit Éléanore en regardant le feu. Je ne peux pas m'empêcher de penser à elles. Je les vois se promener dans ces pièces si sombres, essayer de jouer à la poupée. Ici peut-être, ou dans une des chambres en haut. Cette vieille maison, toute seule. Luc avança un doigt prudent pour effleurer le cupidon de marbre. Rien n'a été changé, rien n'a été utilisé, rien n'est plus désiré par personne. Elle reste là, à méditer, et à attendre, dit Éléanore. Et à attendre, répéta le docteur. En fait, continua-t-il lentement, le mal est la maison elle-même, je crois. C'est elle qui a enchaîné ses occupants et détruit leur vie. Un réservoir de pure méchanceté. Ah, nous verrons tout cela demain. Les Sanderson ont installé l'électricité, l'eau courante et le téléphone, au moment où ils pensaient venir habiter ici. À part ça, non, rien n'a changé. Après un silence, Luc déclara « Je suis sûr que nous serons très bien ici. » Tandis que Théodora rêvait en contemplant le feu, Éléanore s'aperçut soudain qu'elle était en train d'admirer ses propres pieds. Elle songea avec une profonde satisfaction que ses orteils étaient bien jolis dans ces sandales rouges. « Je suis moi-même,
se dit-elle tout simplement, depuis la pointe de mes pieds jusqu'au sommet de mon crâne. Je suis une personne unique, la seule à posséder ces attributs qui n'appartiennent qu'à moi. J'ai des sandales rouges. C'est un des éléments qui permettent d'affirmer que je suis Éléanore. Je n'aime pas le homard. Je dors sur le côté gauche. Je fais craquer mes doigts quand je suis énervée et je collectionne les boutons. Je tiens un verre de brandy qui est à moi, puisque je suis ici et que je l'utilise. J'ai ma place dans cette pièce. J'ai des sandales rouges, et demain, je m'éveillerai et je serai encore là. J'ai des sandales rouges, murmura-t-elle, et Théodora se tourna vers elle et lui sourit. Je voulais vous demander... Le docteur les enveloppa d'un regard brillant d'optimisme et d'impatience. Est-ce que vous jouez tous au bridge? Bien sûr, répondit Éléanore. Je joue au bridge, pensa-t-elle. J'ai eu un chat qui s'appelait Danseur, et je sais nager. Pas moi, dit Théodora. Les trois autres la dévisagèrent avec consternation. Pas du tout? Demanda le docteur. Moi, je joue au bridge 2 fois par semaine depuis 11 ans, reprit Éléanore, avec ma mère, son avocat et la femme de son avocat. Vous pourriez peut-être m'apprendre, dit Théodora. Je suis assez bonne élève en général. Le docteur poussa un grand soupir. Luc et Éléanore éclatèrent de rire. Nous jouerons à autre chose, décréta Éléanore. Je joue au bridge, récita-t-elle intérieurement. J'aime la tarte aux pommes avec de la crème fraîche, et je suis venue ici toute seule en voiture. Le docteur se renfrogna. Au backgammon? Je ne suis pas mauvais aux échecs, lui dit Luc, et le visage du docteur s'éclaira aussitôt. Théodora fit la moue. Je ne pensais pas que nous étions venus ici pour jouer à des jeux. Il faut se détendre, répondit vaguement le docteur, et Théodora, avec un haussement d'épaules, se retourna d'un air maussade vers le feu. Je vais chercher les pièces d'échecs, si vous me dites où les trouver, proposa Luc. Le docteur sourit. Laissez-moi m'en charger. N'oubliez pas que j'ai étudié le plan de la maison. Si nous vous laissons partir à l'aventure, nous risquons de ne plus jamais vous retrouver. Quand la porte se referma sur le docteur, Luc lança un coup d'œil perplexe à Théodora, puis vint se planter devant Éléanore. « Vous n'êtes pas anxieuse, n'est-ce pas ?» lui demanda-t-il. « Cette histoire ne vous a tout de même pas effrayée ?» Éléanore secoua énergiquement la tête. « Vous étiez toute pâle, » insista Luc. « Je devrais sans doute aller me coucher. Je n'ai pas l'habitude de faire d'aussi longs trajets en voiture. »« Le brandy vous aidera à dormir, » dit Luc. « Vous aussi, » ajouta-t-il à l'intention de Théodora, qui lui tournait le dos. « Merci, » répondit froidement celle-ci, sans lui accorder le moindre regard. « Je n'ai jamais d'insomnie. » Luc adressa un sourire complice à Éléanore, puis pivota sur ses talons au moment où le docteur ouvrait la porte. « J'ai trop d'imagination, » dit-il en posant le jeu d'échecs. « Mais quelle maison ?»« Il s'est passé quelque chose ?» demanda Éléanore. Le docteur secoua la tête. « Nous ferions tout de même mieux de convenir entre nous de ne jamais nous promener seuls dans la maison. »« Qu'est-il arrivé ? Mon imagination me joue des tours, » répondit le docteur avec fermeté. « Sur cette table, ça ira, Luc ?»« Quel beau jeu d'échecs, » dit Luc. « C'est étonnant que la sœur cadette ne l'ait pas raflé. »« En tout cas, je peux vous affirmer une chose, » déclara le docteur. « Si c'était bien elle qui s'introduisait dans la maison en pleine nuit, elle devait avoir des nerfs d'acier. »« Elle vous observe, » ajouta-t-il brusquement. « La maison, elle surveille vos moindres gestes. » Puis il se reprit. « Mais bien sûr, je me laisse emporter par mon imagination. » Théodora, le visage tourné vers les flammes, semblait bouder. Elle aime qu'on lui prête attention, songea Éléanore, et spontanément, elle se leva et alla s'asseoir par terre, à ses côtés. Elle entendait dans son dos le petit bruit des pièces que Luc et le docteur disposaient sur l'échiquier, puis leur premier déplacement, tandis que chacun prenait la mesure de l'adversaire. Le feu chuchotait et crépitait doucement. Voyant que Théodora se taisait, Éléanore l'interrogea gentiment. « Vous n'arrivez toujours pas à croire que vous êtes ici ? Je ne me doutais pas que ce serait aussi ennuyeux, » répondit Théodora. « Demain matin, nous trouverons des tas de choses à faire. Chez moi, il y a de la vie, des gens et de la lumière. On parle, on rit. Moi, je n'ai pas vraiment besoin de tout cela, » dit Éléanore comme pour s'excuser.
Il n'y a jamais eu beaucoup de vie autour de moi. Il fallait que je reste auprès de maman, évidemment. Et quand elle dormait, je jouais au solitaire ou j'écoutais la radio. Je ne supportais pas de lire le soir, parce que je devais lui faire la lecture pendant 2 heures tous les après-midi. Des romans d'amour. Elle esquissa un sourire en regardant le feu. Mais ce n'est pas tout, pensa-t-elle, étonnée de ses propres paroles. Cela ne dit pas comment c'était vraiment, même si je voulais le raconter. À quoi bon parler? Je suis atroce, n'est-ce pas? Dit Théodora en posant doucement sa main sur celle d'Éléanore. Je maugrais dans mon coin parce qu'il n'y a rien ici qui m'amuse. Je suis très égoïste. Dites-moi que je suis abominable. Ses yeux, à la lueur des flammes, brillaient de plaisir. Vous êtes abominable, dit Éléanore, obéissante. Le contact de la main de Théodora sur la sienne la gênait. Elle n'aimait pas qu'on la touche. Pourtant, Théodora semblait exprimer sa contrition par ce petit geste. « Je me demande si mes ongles sont propres, » pensa Éléanore, et doucement, elle retira sa main. « Je suis abominable, » répéta Théodora en retrouvant sa bonne humeur. « Je suis atroce, moche, et personne ne m'aime. Voilà. Maintenant, parlez-moi de vous. » « Moi, je suis atroce, moche, et personne ne m'aime. » Théodora rit. « Ne vous moquez pas de moi. Vous êtes gentille, charmante, et tout le monde vous adore. Luc est tombé follement amoureux de vous. Je suis jalouse. Mais je veux en savoir davantage sur vous. C'est vrai que vous avez soigné votre mère pendant des années? » « Oui, » répondit Éléanore. Ses ongles étaient sales, en effet. Elle n'avait pas de très belles mains, et les gens plaisantaient sur l'amour parce que parfois c'était drôle. Pendant 11 ans, jusqu'à sa mort il y a 3 mois. Vous avez été triste quand elle est morte? Dois-je dire que je suis désolée? Non, elle n'était pas très heureuse. Et vous non plus? Moi non plus. Et maintenant? Qu'est-ce que vous avez fait ensuite, une fois libre? J'ai vendu la maison. Nous avons pris chacune ce qui nous plaisait, ma sœur et moi. Il n'y avait vraiment pas grand-chose, à part quelques petits objets que ma mère avait gardés. La montre de mon père, de vieux bijoux, rien à voir avec les sœurs de Hill House. Et vous avez vendu tout le reste? Tout, le plus vite possible. Et après, vous avez mené une vie de patachon qui a fini par vous conduire à Hill House. Éléanore rit. Pas exactement. Mais après toutes ces années perdues, vous n'êtes pas parti en croisière? Vous n'avez pas cherché à rencontrer de beaux jeunes gens? Vous ne vous êtes pas acheté plein de nouveaux vêtements? Malheureusement, répondit Éléanore, il n'y avait pas tant d'argent que cela. Ma sœur a déposé sa part à la banque, en prévision des études de sa fille. Et moi, j'ai effectivement acheté quelques vêtements pour venir à Hill House. Les gens aiment répondre aux questions qu'on leur pose sur eux-mêmes, pensa-t-elle. Quel étrange plaisir. Là, tout de suite, je répondrai à n'importe quelle question. Et que ferez-vous en rentrant? Vous avez un travail? Non, pas pour le moment. Je ne sais pas encore ce que je ferai. Moi je sais, dit Théodora en s'étirant voluptueusement. J'allumerai toutes les lampes de notre appartement et je me prélasserai dans la lumière. À quoi ressemble votre appartement? Théodora haussa les épaules. Il est agréable, dit-elle. Nous l'avons remis en état nous-mêmes. Il y a une grande pièce, 2 petites chambres, une cuisine adorable. Nous l'avons peinte en rouge et blanc, et nous avons plein de meubles que nous avons dénichés chez des brocanteurs et que nous avons réparés. Une jolie table, par exemple, avec un plateau en marbre. Ça nous amuse de rafistoler de vieux trucs. Vous êtes marié? Il y eut un petit silence, puis Théodora émit un rire bref. Non. Pardon, dit Éléanore, affreusement gênée. Je ne voulais pas être indiscrète. Théodora lui effleura la joue du doigt. Vous êtes drôle. J'ai des rides autour des yeux, pensa Éléanore, et elle détourna son visage de la flamme. Où habitez-vous? Demanda Théodora. Éléanore réfléchit en regardant ses mains, qui n'étaient pas très belles. Nous avions les moyens de payer quelqu'un pour faire la lessive. Ce n'est pas juste. Mes mains sont affreuses maintenant. J'ai un petit chez moi, commença-t-elle avec lenteur. Un appartement comme vous. Sauf que je vis seule. Il est sûrement moins grand que le vôtre. Je n'ai pas fini de le meubler.
J'achète une chose à la fois, vous comprenez, pour que tout soit absolument parfait. J'ai des rideaux blancs. Il m'a fallu des semaines pour trouver les 2 petits lions de pierre qui décorent ma cheminée. J'ai un chat blanc, et puis mes livres, mes disques, mes tableaux. Chaque objet doit être exactement comme je l'entends, puisque je suis la seule à m'en servir. Dans le temps, j'avais une tasse bleue avec des étoiles dessinées dans le fond. Quand on regardait son thé, il était rempli d'étoiles. J'aimerais retrouver une tasse comme celle-là. Peut-être qu'il en arrivera une dans mon magasin, dit Théodora. Je vous l'enverrai. Un jour, vous recevrez un petit paquet avec un mot. Pour Éléanore, de la part de son amie Théodora. Et ce sera une tasse bleue avec des étoiles. Moi, j'aurais volé ce service à filet doré, dit Éléanore en riant. Matt, dit Luc. Oh non, s'écria le docteur. J'ai eu de la chance, c'est tout, lança joyeusement Luc. Vous ne vous êtes pas encore endormis toutes les deux, près du feu? Presque, répondit Théodora. Luc traversa la pièce et leur tendit les mains pour les aider à se relever. Éléanore, gauchement, faillit perdre l'équilibre. Mais Théodora se mit debout en souplesse, bâilla et s'étira. Théo a sommeil, dit-elle. Il faut que je vous conduise à vos chambres, dit le docteur. Demain, nous apprendrons à nous repérer dans la maison. Luc, voulez-vous couvrir le feu? On ne devrait pas vérifier que tout est bien fermé? Demanda Luc. J'imagine que Mrs. Dudley a verrouillé la porte de service en s'en allant, mais les autres portes? Je ne vois pas qui pourrait vouloir entrer, déclara Théodora. De plus, la domestique fermait toujours tout à double tour. Et à quoi cela lui a-t-il servi? Et si jamais nous voulions sortir? Dit Éléanore. Le docteur lui lança un bref regard. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de fermer les portes, dit-il calmement. Il est certain que nous ne courons pas grand risque d'être cambriolés par des gens du village, fit remarquer Luc. De toute façon, reprit le docteur, je n'éteindrai pas avant 1 heure au moins. À mon âge, on est forcé de lire assez longtemps avant de s'endormir, et j'ai pris la précaution d'emporter Pamela. Si l'un de vous éprouve des difficultés à trouver le sommeil, je lui en ferai la lecture. Je n'ai encore rencontré personne à qui l'on pouvait lire Richardson sans qu'il s'endorme aussitôt. Tout en parlant, il les conduisit le long de l'étroit couloir, vers le grand vestibule et l'escalier. Je me suis souvent proposé de tenter l'expérience sur de très jeunes enfants, poursuivit-il. Éléanore monta derrière Théodora. Elle ne s'était pas rendue compte qu'elle était aussi épuisée. Chaque marche lui demandait un réel effort. Elle se rappela qu'elle était à Hill House, mais à présent, elle ne se représentait de la chambre bleue que le lit avec le duvet bleu et le couvre-pied bleu. En revanche, continuait le docteur, un roman de Fielding, avec un sujet différent évidemment, ne produirait certainement aucun effet sur des enfants en bas âge. J'ai même des doutes quant à Sterne. Sur le seuil de la porte de la chambre verte, Théodora se retourna et sourit. « Si vous vous sentez angoissée, dit-elle à Éléanore, rejoignez-moi dans ma chambre. »« C'est promis, » répondit gravement Éléanore. « Merci. Bonne nuit. » Et Smollett ne ferait sûrement pas l'affaire. Mesdames, Luc et moi-même dormons par ici, de l'autre côté de l'escalier. « De quelle couleur sont vos chambres ?» demanda Éléanore, incapable de retenir sa question. « Jaune, » répondit le docteur surpris. « Rose, » dit Luc avec une petite moue de dédain. « Les nôtres sont respectivement bleues et vertes. »« Je serai encore éveillé un moment, » dit le docteur, « et je laisserai ma porte entr'ouverte pour être certain d'entendre le moindre bruit. Bonne nuit, dormez bien. »« Bonne nuit, » dit Luc. « Bonne nuit tout le monde. » En refermant la porte de la chambre bleue, Éléanore songea qu'elle était peut-être si lasse à cause de l'obscurité et de l'atmosphère oppressante de Hill House. Mais bientôt, cela n'eut plus la moindre importance. Le lit était incroyablement moelleux. C'est étrange, se dit-elle en plongeant déjà dans un demi-sommeil. Cette maison est épouvantable, et pourtant, à de nombreux points de vue, tellement confortable. Ce lit excellent, l'agréable pelouse, le bon feu, la délicieuse cuisine de Mrs. Dudley, et aussi la compagnie,
Je peux penser à eux maintenant. Je suis seule. Pourquoi Luc est-il ici? Mais pourquoi suis-je ici, moi? Les voyages s'achèvent quand les amants se rencontrent. Tout le monde a remarqué que j'avais peur. Elle frissonna et s'assit dans son lit pour attraper l'édredon à ses pieds. Puis elle se leva, traversa sa chambre sans bruit, pieds nus, et tourna la clé dans la serrure de la porte. Personne ne saura que j'ai fermé la porte à clé. Et elle se hâta de réintégrer son lit. Une fois blottie sous l'édredon, elle lança un coup d'œil inquiet à la fenêtre qui brillait faiblement dans l'obscurité, puis à la porte. Si seulement j'avais un somnifère, se dit-elle. À nouveau, elle observa la chambre tout autour, la fenêtre, la porte. N'est-elle pas en train de bouger? Pourtant, je l'ai fermée à clé. Ce serait mieux si je me mettais sous les couvertures, décida-t-elle. Ainsi cachée, elle ne put s'empêcher de rire. Heureusement que les autres ne m'entendent pas. En ville, elle ne rabattait jamais les couvertures sur sa tête. J'ai fait ce long voyage toute seule aujourd'hui, pensa-t-elle, et elle s'endormit, bien en sécurité. Dans la chambre voisine, Théodora dormait aussi, le sourire aux lèvres, la lumière allumée. De l'autre côté du couloir, le docteur lisait Pamela, levant la tête de temps à autre pour tendre l'oreille. Une fois même, il alla jusqu'à sa porte et scruta les ténèbres du couloir avant de retourner à son roman. Une veilleuse allumée en haut de l'escalier luisait faiblement, tandis que le vestibule s'ouvrait au-dessous comme un gouffre obscur. Luc dormait, avec sur sa table de nuit une lampe de poche et le porte-bonheur qui l'accompagnait toujours. Autour d'eux, la maison dressait sa masse noire, agitée et maussade, parcourue d'infimes tressaillements. À 9 kilomètres de là, Mrs. Dudley s'éveilla, regarda sa montre, pensa à Hill House et referma aussitôt les yeux. Mrs. Gloria Sanderson, la propriétaire de Hill House, qui habitait à 450 kilomètres, referma son roman policier, bâilla et tendit le bras vers l'interrupteur pour éteindre sa lampe, tout en se demandant si elle avait pensé à mettre la chaîne à la porte d'entrée. L'amie de Théodora dormait, la femme du docteur dormait également, et la sœur d'Eleanor aussi. Au loin, dans les collines autour de Hill House, un hibou poussa un ululement. Vers le matin, une fine pluie commença à tomber, grise et terne.